C'est ça. C'est-à-dire que ça va aller plus loin. Comme de plus en plus les gens vont acheter ou achètent ou expriment leurs préférences sur Internet. Donc, on va tracer, si vous voulez, qu'est-ce que vous allez désirer dans le futur. Monsieur, s'il vous plaît, parce que je travaille dans le cadre de l'agence des assurances, et effectivement, lorsqu'on appelle les personnes pour leur proposer des produits d'assurance, ils nous demandent souvent d'où est-ce que vous avez pris nos coordonnées. Alors, ce qui fait juste le fait, par exemple, de faire des achats sur des grandes surfaces, surtout les électroménagers, tout ce qui est papier, tout ce qui demande quand même un message des coordonnées, des informations par rapport à la personne qui achète. Donc ces fiches-là, on les vend après à 750 euros. Oui. Pour les assurances, c'est 150 euros. Pour les crédits, pour les énergies, donc les personnes sont sollicitées en journée 40-50 appels. Donc imaginez cette fiche, elle se vend combien de fois? Bien sûr. Combien de jours? Exactement. Là où il y a une base de données, c'est de l'argent. Là où il y a une base de données, c'est de l'argent. Donc, mais le plus dangereux, je ne dramatise rien, mais je vous dis où en sont les choses maintenant. J'achète des livres chez Amazon. Maintenant, Amazon va me vendre aussi des services télévisuels dans le futur. Il y a Netflix maintenant qui vend Netflix avant de louer des vidéos. Maintenant, elle va vous vendre des films, des séries. Donc, ce que je consomme, on va suivre un peu ce que je consomme en tant que produit médiatique et de loisirs. Il va définir mon profil. Mes préférences par la suite. Et mes préférences par la suite et mes désirs du futur. Ce sont des anticipations. Donc ils vont anticiper, ils vont me proposer, ils vont m'envoyer, parce que Google maintenant, quand vous changez de pays, vous ne recevez pas les mêmes offres, ni les mêmes réponses à vos requêtes. Ni les mêmes réponses à vos requêtes. Donc, il va vous envoyer et vous classer les réponses à vos requêtes selon vos préférences. Donc, et là, ce ne sont plus des individus qui travaillent, c'est des algorithmes. C'est des machines qui sont derrière. Et donc, vous voyez, moi, je veux juste que vous preniez conscience de ça. Ce n'est ni dramatique, ni bien, ni mauvais. C'est la réalité des choses. Oui, je suis en train de dire qu'est-ce que sont les médias. Pourquoi les médias, une fois que vous sortez de l'acception traditionnelle des médias, où les médias deviennent tout ce qui nous entoure et tout ce que nous faisons, quand on parlera de la gouvernance, vous comprendrez que le citoyen est aussi un consommateur de médias. Que ce n'est pas uniquement celui, le citoyen que vous connaissiez, qui a une carte d'électeur et qui va exprimer un vote. Donc c'est pour cela que, quand on parlera de gouvernance, on va tenir compte de cela. Alors, venons-en maintenant à cette question de la société de l'information, la société du savoir. Peut-être que vous connaissez déjà la culture numérique. La culture numérique, on rentre dans une culture numérique. Donc, et je vous ai donné quelques exemples qui font que vous communiquez, vos communications laissent des traces. Et donc, vous devenez non pas la personne que vos parents ont mis au monde, vous devenez aussi le produit de vos échanges. De notre environnement. De votre environnement, de vos échanges, de vos interactions avec les uns et les autres. Vous existez, vous avez une existence autre
existence biologique. Donc vous devenez un être numérique, en quelque sorte. Donc vous devenez la culture numérique. Donc l'Internet aura des conséquences certaines sur l'organisation sociale, sur la gouvernance, sur l'éducation, sur la santé. Donc on n'est pas uniquement sur quelque chose qui vous est extérieur, que vous allez vous retrouver dans des choses qui vous concernent directement. Quand on parle de la société de l'information et de la société du savoir, il n'y a pas cette société et vous. Vous faites partie de cette société. Et du point de vue de la gouvernance, on aura une gouvernance publique. C'est pour ça que je vais vous montrer encore une représentation, si vous voulez, comment, ce que j'appelle le triangle vertueux. Oui. Donc nous avons, ça c'était le... Il y a un autre triangle que je vais retrouver. Je vais le faire sinon. On a, si vous voulez, trois choses différentes. Qu'est-ce qu'il m'est arrivé ici? Informatique. Un blocal ici. Vous voulez vous arrêter à 4 ans, c'est ça? Un peu plus tard, 4 ans et demi? On peut résumer, si vous voulez, ce qu'on est en train de faire du point de vue de la gouvernance. E-gov, e-business. E-administration. Je vais les regrouper. Et e-education. Voilà. On peut tout faire rentrer dans ce triangle-là, parmi l'activité humaine. Dans le e-gov, mettez tout ce qui est Politique, administratif, institutionnel, administratif, organisationnel, société civile, tout, il se met dans le e-gov. L'urbanisme, la santé, les affaires sociales, tout rentre dans le e-gov. Le numérique, donc, tout le monde est concerné. Le e-gov, c'est tout ce qui concerne l'institutionnel, l'organisation. Bon, oui, c'est l'organisation. L'organisation. Le e-business, tout ce qui concerne la relation marchande. Donc ça peut être de l'auto-emploi, de l'économie sociale, de l'artisanat, de l'agriculture, à la grande entreprise financière. Tout ça, c'est le public. Le e-education, tout ce qui est formation. Tout ce qui est formation. Une fois que vous avez ces trois-là, vous avez, de la même manière qu'on l'a fait tout à l'heure pour les médias, on les regroupe par support. Et éducation. On ne rentre pas dans le cadre de l'économie. Non. C'est une... actuellement, qu'est-ce qu'on fait rentrer dans le e-gov, par exemple? C'est que tous les services publics. L'urbanisme, la circulation, l'aménagement du territoire, la régionalisation. Aussi, participation. Et participation, si vous voulez, c'est au niveau de l'individu. Oui, en interaction
Mais du point de vue de la gouvernance, je dis, du point de vue de la gouvernance, le e-gov, c'est-à-dire que, vous imaginez, moi je vais un peu plus loin sur ce point-là. Parce qu'on risque de tomber dans des incohérences. Le e-gov, pour moi, il n'y aura, c'est quand vous parlez du public et du privé, même quand vous parlez du service public et du service privé, et là, il va y avoir un débat important sur la société civile, où est-ce que vous allez la mettre. Parce que je sais que c'est un sujet très important dans le contexte où nous sommes et dans l'écosystème de management de développement social, on a beaucoup évoqué ce genre de sujet. Mais tout ce qui est public entre dans le e-gov. Tout ce qui relève de l'État. Oui, tout ce qui relève de l'État. Donc, de l'État, de l'intérêt public, de la communauté, tout cela, c'est du e-gov. C'est-à-dire que ça commence, si vous voulez, dans l'extrait d'acte de naissance, vous dites que c'est l'état civil et tout ça. Mais ça, c'est le niveau le plus basique. Jusqu'au service audiovisuel public. Et stratégie nationale. C'est les stratégies nationales, la régionalisation. C'est le e-gov. C'est très important, cette subdivision. Le e-business, tout ce qui a une valeur économique. Tout ce qui est marché. Le e-éducation, tout ce qui de savoir, la transmission des savoirs, la gestion des savoirs, l'acquisition des savoirs, l'acquisition des compétences, le renforcement des compétences. Tout. Donc vous voyez, e-éducation, c'est aussi les valeurs, c'est aussi l'acquisition des valeurs, la transmission des valeurs, la valorisation des traditions, la valorisation de la création artistique. Tout va rentrer. Donc vous voyez un peu, quand on à partir des médias, les médias comme des contenus, et nous-mêmes nous devenons un produit média, puisque nous sommes dans la convergence des interactions avec cela. Voilà une subdivision importante à faire. Deuxième subdivision, je vais laisser celle-là et je vais faire une deuxième subdivision. Celle-là est importante aussi. Deuxième subdivision, je garde le même, c'est celle des contenus. Ce sont deux subdivisions, si vous voulez, qui vous permettent de mettre de l'ordre dans tout ce qui est approche numérique, des médias numériques et de la gouvernance. Les contenus, les outils et l'organisation. Là, vous pouvez prendre n'importe quel projet que vous avez. N'importe quel projet. Projet d'études, projet de travail, projet d'entreprise, projet. Le master. Vous avez les contenus. Les contenus, c'est la création, c'est les idées, c'est le sens. Alors, on peut parler du contenu, le sens, la créativité, tout ce qui est les outils. Maintenant c'est simple, les outils, on peut résumer les outils, c'est ce qu'on appelle les convergences, ce qu'on a appelé tout à l'heure les convergences, c'est-à-dire l'informatique, on a les télécoms, et on a les médias, l'image et le son audiovisuel.
Donc ça, c'est des outils. En fait, l'audiovisuel sous l'aspect des techniques. Dans l'aspect technique. Et l'organisation, alors l'organisation, c'est qui fait quoi, mais c'est aussi le modèle économique. Comment les coûts et les revenus. Donc, n'importe quel projet peut rentrer dans ce triptyque-là. Et chaque fois, même au niveau de la formation, là je le dis, je le répète de plus en plus souvent, vous prenez des étudiants en architecture. Ils maîtrisent très bien les outils de création. Ils sont artistes, ils dessinent, ils conçoivent. Ils maîtrisent les outils, ils savent très bien manipuler les applications, les logiciels et tout ça, c'est leur. Ils sont très ouverts là-dessus. Souvent, ce qui leur manque, c'est l'organisation. Et quand ils sortent, ils disent « Ah oui, je ne sais pas faire un bilan. Je ne sais pas faire un projet économique. Je ne sais pas monter un dossier financier. » Parce que cet aspect-là n'est pas intégré à l'éducation. Donc vous voyez ce qui vous manque. Et vous-même, vous pouvez faire le bilan maintenant. Vous dites, oui, pour les idées, je trouve facilement. Les outils, je me débrouille pas mal. Mais est-ce que c'est organisé? Est-ce que j'ai une idée sur le modèle économique? À qui je vais vendre ça? Donc c'est un peu sous cette forme-là que l'univers vers lequel on va est en train de se développer. C'est extrêmement important. Je reviens, si vous voulez, vers la gouvernance. Juste vers la gouvernance, peut-être qu'on va la créer, ces éléments-là. Donc, la gouvernance publique, on a la gouvernance économique. La gouvernance économique, c'est-à-dire que c'est le business. Et j'ai distingué cette gouvernance civile. Je ne vais pas aller sur des terrains sur lesquels vous êtes tous déjà. C'est le terrain théorique, c'est le terrain sur tout ce que vous avez jusqu'à maintenant constitué comme bagage. Mais je vais juste rapprocher du numérique. Le numérique, la gouvernance numérique dans la gouvernance civile, c'est vous n'êtes pas dans un corps constitué. Donc vous êtes dans une association, vous êtes en économie sociale, vous êtes dans le développement, et vous allez constituer déjà l'univers dans lequel vous allez développer vos idées. C'est là que c'est très important. Tout ce que j'ai dit ne rentre pas dans des cases prédéfinies. L'univers numérique, la culture numérique est en train de se faire. Donc vous-même, vous allez constituer votre approche du numérique dans votre domaine. Et cet exercice n'est valable que si vous le mettez en application. Donc vous prenez tout ce que je viens de dire, avec beaucoup de déchets, bien sûr, mais vous dites, qu'est-ce que j'utilise moi en tant que média, en tant que support? Qu'est-ce que j'utilise pour ma communication juste individuelle? Qu'est-ce que j'utilise comme communication professionnelle?
Qu'est-ce que j'utilise comme communication communautaire, sociale? Donc vous allez porter un regard de description sur votre relation à ces médias-là. Vous êtes producteur de médias. Vous n'êtes pas que consommateur. Et donc, vous allez dire, la gouvernance, c'est de l'organisation. C'est de l'organisation parmi les supports numériques, tous les supports numériques que vous recevez. Quand quelqu'un fait de la planification, il rapproche des informations. Donc, c'est les données. Et là, vous avez une des notions. La culture numérique, elle est en train de créer un univers nouveau. C'est pour ça que le journalisme, par exemple, avant le journaliste, c'était quelqu'un qui avait une opinion et il essayait de l'exprimer à travers un éditorial ou un article. Maintenant, un journaliste, il utilise des données d'abord. Donc c'est de là que nous avons le data journalisme. Data journalisme. C'est la conjonction entre celui qui va rédiger et avoir une opinion et celui qui a des informations. Donc vous voulez écrire un article sur ce groupe, est-ce que vous connaissez suffisamment ce groupe? Ou bien vous allez juste, à partir de votre point de vue, écrire. C'est pour ça que ce journalisme professionnel va vers l'utilisation des bases de données. Et vous allez voir que même la recherche scientifique va s'appuyer sur la capacité à exploiter des bases de données. Donc vous devez développer des stratégies. Vous voulez vous adresser, vous allez, je reprends l'exemple de votre ami tout à l'heure qui a sorti la question du communiqué de presse. Il y a une approche classique, le communiqué de presse, on le rédige sur une activité et on le faxe. Mais ça dépend de quelle cible vous voulez atteindre. Le grand public. De quel public? De quelle cible? Parce que là, vous avez... Si vous voulez le mettre dans des réseaux sociaux, vous devez avoir des relais qui peuvent aller dans les réseaux sociaux. C'est ce qu'on appelle le management des community, le community management. Ce sont des disciplines maintenant. Vous mettez des gens dont le métier c'est de communiquer. Et même le discours monsieur doit être adapté aux Exactement, récepteurs. exactement. Donc il y a, c'est la nature du consommateur qui va définir la nature du support. Ouais. J'ai une question qui m'a toujours préoccupée en fait. C'est par rapport au support de communication. Partons de l'idée que tout canal qui permet la transmission d'un message peut être considéré comme support. Alors, peut-on considérer le langage comme support de communication? Oui, le langage c'est le premier support, la langue. Donc c'est l'outil en fait. C'est l'outil. C'est le terme outil et support qu'il faut définir. Tout à fait. Alors, les supports classiques, on a le papier est un support, l'audio est un support, la vidéo est un support. Maintenant, on a d'autres supports, c'est les terminaux. Ce qu'ils appellent en anglais le device. Donc c'est le terminal. Donc toute la communication sera sur des terminaux, sur un écran. Ça peut être un petit écran, un grand écran, c'est l'écran de l'ordinateur, l'écran du smartphone, l'écran de la télévision, l'écran de l'affichage. Donc c'est un support aussi. La langue
elle est en même temps support et contenu. La langue, elle a parce qu'elle est en même temps cette double fonction. Elle est support. Il transmet, il contient un message. Exactement. La langue, elle contient en elle-même. En même temps, le contenu. Exactement. La langue, elle a cette spécificité-là. Donc, si vous avez des questions précises sur lesquelles vous voulez que je vous donne une opinion, parce que tout cela, c'est un chantier ouvert. Ce pas des choses... Justement, c'est l'un des problèmes de la culture numérique et de la numérisation, c'est que c'est quelqu'un qui dit, entre le moment où vous prenez la photo d'une réalité et le moment où vous regardez la photo, la réalité a changé. Il est toujours en mouvement. S'il vous plaît, là, vous avez parlé des médias numériques. Mais c'est quoi l'articulation entre les médias numériques et la gouvernance civile? Alors, l'articulation, c'est-à-dire que pour la gouvernance, quelle qu'elle soit, publique, business ou civile, elle utilise des informations. Ces informations maintenant, vous pouvez choisir de les sous-traiter, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui veut les fournir, ou vous avez une approche individuelle. C'est vous-même qui allez sur cet espace public qui est le web et sur ce champ de communication qu'est Internet, et vous dites, voilà, il y a des informations là, et je vais me faire mon opinion pour prendre des décisions. La gouvernance, c'est prendre des décisions sur la base de ces informations telles que je les ai acquises moi. Si, ou bien vous n'avez pas beaucoup de choix, ou bien vous faites ça comme démarche faisant partie de la gouvernance, ou bien vous allez accepter d'utiliser les données qu'on vous a données toutes faites. Vous voulez agir sur un milieu scolaire, dans une école. Soit vous allez chez le directeur et il va vous donner ces statistiques et vous allez les utiliser et vous partez. Ça, c'est des données figées. Soit vous dites, je fais mon enquête moi. Donc je vais analyser l'encadrement, les origines, les perceptions, les réactions. Donc vous faites vos évaluations. Voilà l'articulation. L'articulation, est-ce que vous allez prendre des choses qui sont figées et vous allez apporter juste votre approche en termes de gouvernance, ou bien vous allez intervenir dans cette ingénierie des matériaux que vous allez utiliser. Et là, vous aurez mouillé la chemise. Donc vous allez rentrer, et parce que l'individu lui-même est un individu, un objet de communication. Il n'est pas uniquement un matricule ou un chiffre. Donc vous allez vous intéresser parce que votre domaine, ça dépend. Dites-nous sur quoi vous travaillez actuellement. Vous travaillez actuellement. Le suivi et l'évaluation des projets de développement. Des projets de développement. Et donc, les projets de développement, est-ce que vous faites des projets de développement concrets ou bien théoriques? Non, concret. Concrets. Donc vous allez prendre des projets de développement. On va prendre dans quel domaine en particulier? Territoire, santé, éducation? Non. Vous voyez, donc moi j'essaie de vous attirer vers quelque chose d'identifiable et vous restez dans le général. Donc dès que vous allez définir le champ, vous allez être obligé de développer les outils spécifiques à ce champ. Il y aura toujours un socle commun. C'est la théorie, c'est le cadre général, c'est les données partagées. Et il y aura le domaine spécifique. Donc là, vous avez votre camarade à côté de vous, Sylvie, a travaillé sur l'analphabétisme. Donc elle a toujours
basculer entre deux choses. Entre la tentation de travailler sur les données brutes et le travail sur le terrain, sur quelque chose de spécifique. Le travail n'est pas simple. Mais la valeur ajoutée, quand elle a fini une première étape, elle a obtenu le livre de manière pratique ce qu'elle voulait faire. Mais le travail intéressant, c'est maintenant de confronter les deux et d'aller plus vers le terrain. Parce que ça, c'est montré, elle nous a montré qu'elle savait quelles étaient les considérations générales sur ce domaine-là. Il faut contextualiser. Maintenant, il faut les vérifier et les faire prospérer, même quand elle est d'accord. Même quand elle est d'accord, elle va renforcer cette conviction. Et là, c'est la partie articulation entre les médias et la gouvernance. La gouvernance, c'est elle qui a le tableau de bord et qui va choisir les éléments qu'elle va intégrer à l'analyse. Elle va les construire des suites cohérentes, sortir des éléments épars, c'est juste le vrac, et lui donner du sens. C'est l'analyse. Donc on est en train de manipuler des données. Alors justement, ces données-là, est-ce que ce sont uniquement des chiffres statistiques? Est-ce que ce sont d'autres modalités d'accéder à des réalités via l'image? Comment analyser l'image? Comment décrypter les discours? Vous voyez que vous allez rentrer dans des domaines où vous êtes plus sollicité, mais c'est plus intéressant. C'est plus intéressant dans le sens où l'approche est plus riche, elle est plus conforme aux réalités du futur. Donc parce que les outils maintenant sont de plus en plus sophistiqués, maintenant on n'a pas le temps, on n'a pas eu le temps d'analyser ces nouveaux outils. Ces nouveaux outils, on les vit et on les analyse en même temps. Si on peut appeler à analyse un exercice comme celui que je suis en train de vous proposer. De projeter de la lumière sur des choses comme cette histoire-là d'audiovisuel avant l'écriture et après l'écriture. Actuellement, avant l'écriture, les gens communiquaient avec leur corps, avec les gestes, Le non-verbal. avec le dessin, avec tout cela. L'écriture est venue, c'est accaparer le pouvoir de communiquer. La communication, elle a été codifiée dans le sens de ce qu'a apporté l'écriture. Maintenant, avec l'image, l'audiovisuel, vous avez de nouveau l'image qui a pris beaucoup d'espace. Donc l'écrit est venu dépendant. Cette relation-là, peut-être qu'il faudrait discuter un jour. Chaque temps son support. Oui, est-ce que l'écriture quel rôle joue l'écriture dans un univers d'images? Donc, c'est des choses sur lesquelles il y aura de l'interrogation. Nous sommes d'une génération qui croit à l'écrit. Oui, oui. Même en termes d'archivage. Oui, nous sommes pour l'instant dans cette optique-là. Mais ça fait plus qu'il y a de la traçabilité. L'écrit, c'est les livres. Le débat qui se déroule sur le gouvernement numérique, est-ce que c'est vraiment l'objectif, c'est un gouvernement numérique, ou bien uniquement la gestion de bases de données? Alors, c'est une question centrale. En tout cas, ce sur quoi tout le monde est d'accord maintenant, on est dans une gouvernance assistée par ordinateur.
C'est de la même manière comme la conception assistée par ordinateur, l'impression assistée par ordinateur. Donc, déjà, l'ordinateur il joue un rôle important. C'est les statistiques, c'est les projections, c'est les simulations, c'est la 3D, c'est les espaces, c'est tout cela. C'est l'ordinateur déjà. Facilitateur de tâches. Ça, c'est un stade premier. Ensuite, le stade suivant, c'est quand l'ordinateur va remplacer l'humain sur beaucoup de choses. L'automatisation. Donc, si c'est pour remplacer l'humain dans des tâches répétitives, comme dans l'usine, c'est la robotisation. Mais si c'est pour prendre des décisions, là, le débat est d'actualité. C'est là que la gouvernance peut aller à des limites. Et imaginez que maintenant, la programmation est tellement puissante qu'on peut prévoir un certain nombre de réactions. Donc, c'est ce qu'on appelle l'enchaînement des actions. Qui s'il y a ceci, il va y avoir ceci, il y a ceci, il va y avoir ceci. Pour les systèmes de sécurité dans les usines. Vous mettez un certain nombre de voyants, et donc dès que c'est par étage, il y a un étage où les voyants s'allument et ils déclenchent votre série, l'indicateur. Donc il fermera des robinets, il fermera l'eau, il coupera l'électricité, il coupera. C'est de la programmation. Imaginez que vous transposez ça au niveau de la gestion urbaine, de la sécurité urbaine. Et que tout devient automatisé. C'est très dangereux. Vous déshumanisez, la déshumanisation de la gestion de la chose publique. Et c'est la destruction aussi des rapports sociaux. Exactement. Donc vous voyez que, est-ce que dans l'éducation, c'est aussi intéressant. Dans la finance, vous voyez que dans la finance, maintenant, vous voyez l'image dans le cinéma de la salle des marchés, de la bourse. Et vous voyez l'opérateur, le courtier qui est devant plusieurs écrans. Donc ces indicateurs-là vont enclencher chez lui des choses, des décisions. Imaginez qu'on fasse ça dans l'éducation. Donc, que tout est formalisé. On va vers des choses de ce genre. C'est des questions essentielles, on met dedans. On met dedans. C'est-à-dire que, vous savez ce que sont les MOOC? MOOC, M-O-O-C, Massive Open Online Courses. C'est des cours qui sont en ligne et qui sont gratuits. Et qui sont des cours de l'université, de Harvard. C'est un peu comme le e-learning. Oui, c'est un peu. On va plus loin encore. C'est des cours universitaires. Donc c'est vous qui décidez d'un certain nombre de choses. Vous décidez quel cours vous allez suivre, quel module, à quelle heure, et les modalités. Donc derrière, c'est des machines qui vont vous donner les validations. Donc jusqu'au certificat. Si vous voulez le certificat, à ce moment-là, vous allez payer. Oui, si vous voulez le certificat. Il y a des universités en France qui assurent ce genre de cours. Oui, maintenant, c'est un modèle. Ce sont des modèles qui rentrent dans le e-education. Donc, on a d'abord fait, voilà. Donc là, la gouvernance numérique, comme vous le voyez, est-ce que c'est un changement quantitatif par rapport à ce que nous venons de dire, ou c'est un changement qualitatif? Le quantitatif, tout le monde y est. Mais au moment où vous allez prendre la décision de remplacer l'homme par une machine,
Là, imaginez la médecine. Imaginez la chirurgie. Donc, à quel moment, quelle place vous laissez à l'homme? Donc là, c'est la question de l'organisation. Oui, c'est la question de la standardisation. C'est-à-dire que, est-ce que tout le monde est le même? Ou bien, vous allez suivre les spécificités. La gouvernance va vous dire, moi je n'ai pas le temps, je n'ai pas les moyens d'être spécifique. Moi, je crois pour la question de la machinisation. Voilà. Donc, pour les secteurs, surtout les secteurs sociaux, je dirais primordiaux, à savoir la santé et l'éducation, au moins on serait sûr de la qualité de la prestation de la machine. Certes, le côté humain serait quasiment absent, mais au moins la qualité du service est la même pour toutes les machines. Mais c'est l'argument de ceux qui parlent d'un déterminisme, si vous voulez. Donc, on est en train de parler maintenant de l'Internet des objets. C'est une grande tendance. Dans les objets, l'Internet des objets, il y a les objets de la santé. Donc, vous allez avoir votre téléphone, votre smartphone, et dès que vous allez mettre ça, il va vous donner votre tension, il va vous donner votre masse corporelle. Avec le smartphone, actuellement, ça donne. Oui, donc il va vous donner, de plus en plus on va mettre des outils là. Et donc, après, cela va vous donner, vous allez rentrer des données sur vous, c'est l'automédication. Donc il va vous donner même le comprimé que vous devez prendre. Jusqu'à maintenant, ça ne se fait pas. Donc petit à petit, mais justement, le médecin va chercher le chemin. Et donc, c'est ce genre de situation. C'est-à-dire, je prends cet exemple de la santé, vous pouvez le prendre pour l'éducation. Pour l'éducation, donc tous les examens deviennent des QCM. Donc, s'il répond oui, s'il répond non, s'il répond... Déjà, on le fait beaucoup pour tous les tests. Le TOEFL, pour tous les trucs, donc ils sont standardisés. Donc, on a des standards. Mais à quel moment on dit ça y est, stop, on a saturé le standard? Il faut passer aux spécificités. Je pense que lorsqu'on touche à tout ce qui est inerte pour l'être humain, c'est à ce moment-là que le débat s'ouvre, c'est à ce moment-là que l'humain devient de plus en plus réticent à s'ouvrir à la technologie, ou bien à ce qu'il prend de plus en plus de part. Je suis tout à fait d'accord, mais c'est le curseur, où est-ce qu'on le met? C'est une question du curseur. Donc, il y a le roman de Verkos que vous avez vu, quelques-uns parmi vous, les animaux dénaturés, je crois. Ça s'appelle Les animaux dénaturés. C'est un roman, un vieux roman, sur un débat où s'arrête l'humain. Où commence l'humain? Où s'arrête l'animal et où commence l'humain? Donc mais ça c'est un vieux roman. Mais là, beaucoup de gens, quelle que soit leur résistance, ils rentrent dans l'univers numérique. Donc il devient assujetti à être traité comme un matricule, puisqu'il rentre. Donc quelle que soit sa volonté à lui, il est déjà manipulé. Il fait l'objet d'une manipulation. Mais ce n'est pas moral ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire qu'on devient un objet de consommation. Donc on est taxé dans une catégorie de consommateurs. Le libre arbitre, quand est-ce qu'on exprime une opinion? L'humain, ce que vous appelez l'humain justement. Ce niveau de l'humain, vu par l'individu, oui, il est énorme, il est grand. Mais vu par le business, par l'instrument de gouvernance,
on le réduit au minimum. Donc, pour chacun de nous, nous sommes humains. Et nous sommes particuliers, nous sommes spécifiques. Mais pour quelqu'un qui nous regarde de l'extérieur, nous sommes des numéros, nous sommes des exemplaires. Vous voyez, c'est le regard, c'est l'angle de vue qui diffère. Il me semble que, moi, si j'ai attiré l'attention sur la dimension numérique, comment elle est intrusive, elle rentre dans nos vies, et elle nous conditionne, on ne peut pas résister contre ça. Ce n'est pas une question de résistance. Et pour la meilleure résistance à ce genre de choses, c'est de l'intégrer, de savoir exactement, d'agir en connaissance de cause, de refuser ceci, de faire cela, mais en connaissance de cause. Et non pas dire que moi je peux tourner le dos à ça. Je ne peux pas tourner le dos à ça, mais dans ça. C'est un écosystème. Donc on est dans un écosystème et il faut le comprendre pour pouvoir se positionner, pour faire des choix. Parce que sinon, on les fait malgré nous. Donc moi, si vous voulez, je conclurai par ça. C'est, on n'a plus la possibilité d'éviter l'écosystème numérique. On est trop impliqué dedans. Et il gagne tous les secteurs de la vie. Donc, un citoyen lucide, c'est un citoyen qui comprend ces logiques-là et qui peut décider de faire des choix. Là, il va exercer son libre arbitre, mais en connaissance de cause, non pas en tournant le dos. En tournant le dos, il devient juste encore plus victime encore, parce qu'il croit qu'il a échappé à ça, alors qu'il n'échappe pas. Il est dedans. Il est dedans. Si on peut se satisfaire de ça, je reste à votre disposition si vous considérez que dans votre démarche, vous confrontez des problématiques. On peut organiser, je suis accessible, donc je suis accessible, mon mail. Certains d'entre vous sont déjà venus à l'ISIC, donc on organise régulièrement des choses. On a une convention entre l'ISIC et le STAS. Donc un partenariat où on peut aussi organiser du débat autour de ces questions. Voilà, je vous remercie. Merci à vous.
quitté le danse. Non, pas encore. شفت بعد الصراحة. Il vient d'être nommé. Il vient d'être nommé. Non, là, il vient d'être nommé ailleurs. Secrétaire général du ministère marocain des MRE. Elle est spécialiste Et maintenant, qu'est-ce que tu fais? Là, je suis en deuxième année. Voilà, Oui. Vous travaillez sur quoi? Je travaille sur le commerce équitable, utilité sociale et réalité économique. Oh, merci, c'est très gentil. Oui. Monsieur, par contre, moi je voulais vous dire une information que j'avais reçue, c'est que moi je travaille sur la mission de Massa Oui, première génération. Effectivement. Je suis la première